temps et merci pour votre communication. Donc, je donne la parole donc à mon ami Bourari pour nous présenter le deuxième communicant. Bonjour tout le monde. On enchaîne directement avec la deuxième communication que devait présenter le professeur Kaïd, mais elle s'est absentée à la déléguée Dr Bouazza. Vous avez la parole, Dr Bouazza. Merci. Concernant l'accompagnement médical des patients sous chimiothérapie, c'est une question très intéressante pour nos confrères praticiens généralistes. À vous la parole, Dr Bouazza. Merci beaucoup. Excusez-moi. Très bien. Merci, cher modérateur, honorable assistance. Je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité, d'avoir invité le professeur Kaïd. Je la remplace aujourd'hui. Je suis assistant en oncologie médicale au CAC Blida depuis maintenant 5 ans et je vais vous faire l'accompagnement médical des patients sous chimiothérapie. Très bien, merci. Donc, comme plan, on va voir ensemble, on passe rapidement sur introduction, on va voir un concept qui est d'actualité, qui est les soins de support, et puis on passe rapidement vers l'évolution de la médecine en cancérologie, un petit mot sur la thérapie anticancéreuse, et le vif sujet, les effets secondaires de la chimiothérapie, dans l'accompagnement de malades cancéreux sous chimiothérapie. Et à la fin, on finira avec une conclusion. Donc, qui dit cancer, mesdames et messieurs, qui dit cancer dit maladie grave, dit maladie d'actualité, maladie grave, maladie recensée en croissance, maladie qui a plein d'impact sur notre vie, sur la vie du malade et sur la vie de l'entourage. C'est pour ça que j'ai commencé par cette plaque. Donc, retentissement, le cancer, important retentissement sur le malade et sur l'entourage, physiopathologiquement et sur le plan psychologique et même la vie quotidienne. Et même le traitement anticancéreux, il a des effets délétères sur ces 3 axes. Donc, j'adore cette plaque. Cette plaque, elle illustre bien le parcours de la maladie cancéreuse et le parcours du malade cancéreux. Donc, avant le diagnostic, on a le cancer occulte, on a le cancer infraclinique, et après le diagnostic, on a le cancer diagnostiqué. Donc, comme elle a dit le professeur Harwell, elle a commencé par l'épidémiologie. Notre objectif, c'est surtout viser cette zone où le cancer il est infraclinique. On essaiera de faire un dépistage, et comme ça, on évitera le parcours vers le décès. Donc, à partir du diagnostic, on a deux voies possibles. Soit une voie où aucune intervention médicale s'avère directement vers le décès, malheureusement. Et deuxième, avec notre intervention, avec l'intervention médicale, on aura une possibilité de rattraper ce cancer et avec un objectif qui est la rémission, voire la guérison dans certaines situations. Donc, première voie, sans intervention médicale. Deuxième voie, avec intervention médicale, avec 2 phases, soit la phase curative, soit la phase palliative. En phase curative, on peut dire qu'on a la chance d'avoir une guérison, d'avoir une rémission, plus ou moins avec des séquelles. C'est pour ça il faut insister sur le traitement spécifique, mais sans oublier ce qu'on va voir après, le concept du soin de support. Deuxième phase, c'est la phase palliative. La phase palliative où il n'y a pas, le malade il n'est pas candidat à un traitement spécifique. Là, il faut insister surtout sur les soins de support. Très bien. Donc, concept de soins support. C'est un nouveau concept. C'est un concept qui est apparu dans les années 90. C'est un concept qui est d'actualité actuellement, qui prend du volume à chaque fois, défini par la MASC comme étant l'ensemble des soins, comme étant l'ensemble des help, l'ensemble des soins, des soutiens nécessaires aux malades cancéreux, durant son traitement spécifique ou là, en dehors du traitement spécifique, et cela durant tout le parcours de la maladie. Très bien. Donc attention, j'insiste sur le fait que soins support n'égale jamais soins palliatifs, ça porte confusion. C'est pour ça que j'insiste. Soins palliatifs, ça concerne la phase palliative où il n'y a pas de traitement spécifique.
On assiste le malade vers son décès, malheureusement. Par contre, soins support, ça englobe le tout, ça englobe tous les soins qui sont offerts au malade de son diagnostic vers soit la guérison ou vers la phase palliative. Très bien. Donc, qui dit soins support dit c'est des soins qui visent à améliorer la qualité de vie du patient au long de sa maladie, sur 3 plans bien sûr, physique, psychologique et social. En même temps, essaye de gérer un petit peu les complications du cancer et en même temps gérer les complications ou les effets secondaires liés au traitement. Très bien. Certains disent que c'est une nouvelle spécialité. En réalité, ce n'est pas une nouvelle spécialité, c'est plutôt une organisation de notre ressource. Organisation et coordination de nos compétences, de nos médecins, de chaque spécialité, chaque spécialiste intervient, le médecin généraliste, les secteurs privés, les secteurs publics, chaque médecin intervient dans la prise en charge du cancer. On aura le concept de la globalité et la continuité des soins. Chose très importante. Donc, comment, quoi, quand et par qui ces soins sont offerts? On va répondre à toutes ces questions. À quels besoins les soins support répondent? Donc, les soins support interviennent lors de la douleur, de la fatigue, lors de l'étape palliative, c'est-à-dire les soins palliatifs, lors de la dénutrition, donc un part sur la nutrition, un part sur la gestion des effets secondaires liés au traitement, support social et professionnel. N'importe quelle maladie qui touche le cancéreux, il faut qu'on soit à leur disposition en matière de fatigue, troubles respiratoires, troubles génétiques, problèmes dentaires, le tout. Donc soins support, ça englobe le tout et ça gère le tout. Très bien. À quel moment il faut offrir ces soins? Eh bien, tout au long de la maladie. On va voir après avec une plaque qui montre que même en phase de guérison, il faut intervenir et il faut insister sur le support psychologique et sur le traitement médical des séquelles et le traitement des différentes complications de l'entourage des malades cancéreux. Donc une nouvelle notion est apparue. Auparavant, on attendait le malade qui se plaint, qu'il rapporte des signes cliniques afin de commencer les soins support. Actuellement, on anticipe. Ça veut dire quoi, anticiper? Ça veut dire on connaît la maladie, on connaît son stade, en connaissant aussi l'évolution de cette maladie, on va intervenir à chaque étape. Quels sont les acteurs qui peuvent offrir ces soins? Eh bien, comme je viens de dire, les acteurs, c'est tout médecin qui intervient dans la prise en charge du malade cancéreux. Ce n'est pas seulement l'oncologue, mais plutôt c'est interdisciplinaire. C'est toutes les disciplines qui doivent intervenir. Et c'est en complémentaire. Ça veut dire chaque médecin dans sa part et on aura, Inch'Allah, on va gagner contre le cancer. Donc les acteurs, c'est une liste exhaustive. Eh bien, nous avons les médecins spécialistes en cancéro, douleurs, soins palliatifs, les médecins traitants, les psychiatres, psychologues, gériatres, nutritionnistes, surtout, pharmaciens et j'en passe, rééducateurs, bénévoles, etc. Donc cette prise en charge, ces soins de support, ils vont comporter un traitement médical et une part psychologique et une part vie sociale. Concernant le traitement médical, le côté ou le volet médicamenteux, on dispose à notre disposition des antalgiques, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des biophosphonates, des facteurs de croissance, des antiémitiques, antifongiques, antibiotiques. Le tout, ça rentre dans notre arsenal thérapeutique contre les effets secondaires de la chimio, contre les effets ou les complications du cancer. Donc, structure impliquée, la même chose, je répondrai à la question. Toutes les structures, à savoir les structures de cancérologie, comme le CAC, comme les centres anti-cancer, comme les CHU. En plus de ça, les centres antidouleurs, les structures de proximité, j'insiste sur les structures de proximité, où ils vont délivrer les soins palliatifs, le support psychologique, le support antidouleur, etc. Et j'en passe. Et une nouvelle notion est apparue récemment, c'est les soins à domicile.
Je vous raconte une petite expérience à notre niveau. Au centre anti-cancer, on dispose d'une unité récemment créée, soins à domicile, faisant partie des soins de support, comptant 5 médecins de différentes spécialités. 3 médecins généralistes, 7 médecins. 2 médecins oncologues, un gastro et une nutritionniste. Très bien. Donc un petit mot sur l'évolution de la médecine. On connaît tous le trépied thérapeutique du cancer, chimiothérapie, radio et chirurgie. Ça s'est dépassé. On est plutôt dans la globalité en cancérologie. On est passé du traitement, le trépied, vers un traitement spécifique et un traitement non spécifique. Un traitement spécifique qui consiste en chirurgie, radiothérapie, chimio. Et en plus de ça, il y a les traitements innovants, à savoir thérapie ciblée, hormonothérapie, à savoir immunothérapie. Et encore, Inch'Allah, il y aura plus d'autres armes thérapeutiques. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le traitement non spécifique. Auparavant, on n'utilise pas. On ne se concentre pas sur ce volet. Actuellement, il prend du volume et il prend en considération. Donc, à savoir, traitement non spécifique, c'est les soins support. Antidouleur, support psychologique, antibiotiques, antifongiques, hydratation, nutrition, et j'en passe. Donc, dans la prise en charge globale en cancérologie, vous allez voir que prendre en charge un patient ou accompagner un patient cancéreux, c'est du moment du diagnostic vers au cours de son traitement spécifique. On est passé du traitement standard à un nouveau concept aussi, qui est traitement à la carte. Ça veut dire chaque malade, il va avoir son traitement personnalisé. Tout ça grâce à quoi? Grâce à la réunion, à la RCP, à la réunion de concertation pluridisciplinaire, et tout en, bien sûr, en respectant les guidelines. Donc, on récapitule différentes phases de la maladie cancéreuse: phase curative avec phase de surveillance et phase palliative. Donc, phase curative, notre objectif sera obtenir une rémission, voire une guérison, avec le moins de séquelles possible. Et auparavant, on n'intervient pas. Auparavant, on s'intéresse au traitement spécifique seul. Mais actuellement, il y a la notion de soins support associés à une seule condition, qui ne diminue pas les chances de guérison. Et nous allons voir avec ce parcours, avec ce schéma. Donc, les soins oncologiques au milieu, cette enceinte. Il y a l'intervention des soins de support, avec les flèches. Donc, tout ça dans la phase curative. Et après, phase de guérison ou rémission. Il n'y a plus de traitement spécifique, mais toujours les soins support gardent leur place. En plus, la guérison, ils gardent leur place. Ils gardent leur place en matière psychologique, ils gardent en place surtout en matière de support psychologique l'entourage, le malade, réadaptation du malade et lutter contre les séquelles. Deuxième phase, c'est la phase palliative. On divise cette phase en 2 phases encore, 2 étapes, soit la phase palliative initiale où le malade est candidat toujours à un traitement spécifique. Là, et deuxième phase, c'est la phase palliative terminale où le malade n'est pas candidat à un traitement spécifique. Donc, passons vers le schéma. Donc, vous allez remarquer que les soins spécifiques s'élargissent vers la phase initiative, palliative, mais tout en intervenant, tout en utilisant les soins supports tout au long de la maladie, à savoir période curative dont on a parlé, période palliative initiale. Et puis, les soins supports prennent du volume en arrivant vers la phase palliative. Il n'y a plus de traitement spécifique, mais il y a les traitements de support. Très bien. Une petite remarque sur cette plaque, que même après le décès du malade, on offre les soins à l'entourage. Schéma à éviter, à ne pas suivre. C'est quoi ce schéma? C'est le schéma qui est utilisé auparavant.
Un schéma qui consiste qu'un cancéreux, il doit être pris en charge en oncologie médicale par des spécialistes et seulement pour des traitements spécifiques. À savoir, phase curative, il va recevoir que le traitement spécifique, chose qui est fausse actuellement. Il faut rectifier les choses, il faut revenir à la dernière planche. À la phase palliative initiale, puisqu'il est candidat à un traitement spécifique, la même chose. Donc, chose à éviter. Il faut que les soins support prennent du volume dans chaque période du traitement et du parcours du malade. Très bien. On passe au troisième chapitre, qui est la thérapie anticancéreuse, dont on a parlé. Auparavant, il n'y avait que le traitement local, chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, le trépied classique. Actuellement, on dispose de plus en plus de traitements et d'arsenal thérapeutique contre le cancer, immunothérapie, hormonothérapie, thérapie ciblée, avec moins d'effets secondaires, avec maintien d'une vie, on va dire, d'une vie en bonne qualité. Moi, je ne vais pas parler de la chirurgie radiothérapie, mais je vais parler de la chimiothérapie. Tout simplement parce que la chimiothérapie, c'est elle qui engendre plus d'effets secondaires. Il faut l'accompagner. Donc, qui dit chimiothérapie dit drogue cytotoxique, drogue antimitotique, drogue qui n'épargne pas la cellule, qui attaque la cellule cancéreuse, mais n'épargne jamais les cellules saines. C'est pour ça qu'on a énormément d'effets secondaires. Étiquette effets secondaires. Donc, qui varie selon le médicament utilisé, varie selon la posologie, selon l'état du patient. Et là, accompagner le malade, c'est assurer des soins de support tout au long de la maladie, à savoir gérer les effets secondaires de la chimiothérapie. Donc, effets secondaires, voici une définition. Ben, c'est très simple. C'est tout dommage collatéral lors de la prescription des médicaments, attendu ou inattendu. Il y a, j'insiste sur, il y a un système de grading en matière d'effets secondaires de la chimiothérapie, à savoir grade de 0 à 5. Le 0, c'est absence d'effets secondaires. 5, c'est le décès. Entre les deux, c'est entre 1 et 4. Oui, c'est difficile à apprendre parce que chaque symptôme, il a son grade ou son grading. Mais, je vous donne une astuce très simple. Le 1 et 2, c'est des effets secondaires qui n'engendrent pas le pronostic vital. Le pronostic vital n'est pas en jeu. Par contre, 3 et 4, ça engendre et ça met en jeu le pronostic vital. Cette classification, ce grading, il est très important. Il est très important pour les médecins traitants et pour aussi nous, les oncologues. Pourquoi ? Parce que grâce à ce système, grâce à ce grading, on peut ajuster après le traitement. Soit l'arrêter, changer complètement le protocole, soit adapter les doses. Donc on passe en revue rapidement les toxicités, les différentes toxicités. C'est trop vaste et 25 minutes, ça ne suffit pas. Donc je vais parler rapidement sur les choses les plus fréquentes, sur les effets secondaires les plus fréquemment rencontrés en vie pratique. Toxicité digestive. Il y a mucite, diarrhée, constipation, nausées, vomissements. Donc tout le monde a rencontré des effets secondaires. Tout médecin a rencontré dans sa vie pratique des effets secondaires de la chimio. Il y en a plein. On va aborder un par un et rapidement. Mucite. Mucite, c'est quoi ? C'est très simple. Inflammation de la muqueuse buccale suite à la chimiothérapie. On la grade. C'est des choses très, très simples. Donc, c'est un effet secondaire souvent banalisé, mais on voit qu'il y a les grades 3 et 4. Ça veut dire quoi de grade 3 et 4 ? Ça engendre le pronostic vital. Comment cela est possible ? Eh bien, tout simplement par le biais d'une dénutrition sévère. Et on a vu du cas. Donc, grade 1 et 2, c'est des ulcérations, érythème et ulcération. Grade 3 et 4, on rajoute l'alimentation. Soit alimentation liquide possible dans les grades 3, 4, on n'est plus dans l'alimentation, sans alimentation. Donc, si on n'intervient pas, eh bien, il y aura des complications, voire un décès. Donc, mucite, traitement de la mucite, c'est très simple. On sait bien que c'est des ulcérations, survient surtout au niveau de la bouche à 5 minutes.
Très bien. Rapide, je passe rapidement. Donc, chaque grade a sa prise en charge. Le grade 0, bien sûr, il n'y a pas de prise en charge. Grade 1 et 2, c'est les traitements locaux. Grade 3 et 4, il faut l'intervention de traitement médical, antifongique et des règles hygiéno-diététiques. Nausées-vomissements, deuxième volet. Donc, nausées-vomissements, c'est un motif très fréquent de consultation. C'est un effet secondaire quasi total dans la chimiothérapie presque. C'est très simple. Cherchez sur Google, vous allez trouver une liste contenant tous les protocoles, toutes les drogues utilisées, et chaque drogue est classée soit en hautement émétisante, soit moyennement, soit faible ou très faible. Pour les très faibles et faibles, on n'intervient pas. Par contre, hautement émétisant ou moyennement émétisant, on anticipe et on fait de la prévention. Donc on dispose quoi? On dispose de différents traitements, à savoir primpéran, domperidone, à savoir les antagonistes des récepteurs à la sérotonine 3, c'est les zétrans. Les antagonistes à la récepteur de la neurokinine, c'est les apripitants, qui sont disponibles actuellement en Algérie. Et nous avons la corticothérapie. Bien sûr, il ne faut pas oublier les règles hygiéno-diététiques. J'en passe. Très bien. Troisième, c'est diarrhée. Diarrhée toujours gradée, de 0 à 5. 0, on ne parle pas, 5, on ne parle pas. Le 1 et le 2, ça engendre pas, ça ne met pas en jeu le pronostic vital. Donc, c'est quantifier les selles. 3 et 4, c'est avec une déshydratation, avec des troubles ioniques. Très bien. Donc, 1 et 2, il faut intervenir, donner des règles hygiéno-diététiques, des ralentisseurs du transit. Par contre, 3 et 4, il faut hospitaliser le malade et faire le nécessaire. Corriger les troubles ioniques, hydratation, etc. Donc, j'insiste sur le fait pas toute diarrhée est collée au cancer. Il faut savoir que diarrhée pendant 24 à 48 heures qui persiste, il faut chercher étiologie infectieuse, à ne pas oublier. Très bien. Toxicité hématologique. Neutropénie, anémie, thrombopénie. On va aborder juste la neutropénie qui est très importante et très fréquente. La neutropénie fébrile, par définition, leucocyte inférieur à 1000, neutrophile inférieur à 500. Soit avéré, soit attendu dans les 48 heures. Avec, associé à une fièvre quantifiée à 38 degrés, 38,3, ou bien 38 à 3 reprises, à 1 heure d'intervalle. Donc tout le monde a rencontré des neutropénies fébriles, et on se pose la question, est-ce qu'on hospitalise ou on n'hospitalise pas? Est-ce que c'est un malade immunodéprimé? Bien sûr que c'est un malade immunodéprimé. Est-ce qu'on l'hospitalise ou non? Est-ce qu'on traite en ambulatoire? C'est possible ou non? Bien sûr que c'est possible, et c'est très simple. Il faut rechercher les critères de gravité, je l'ai illustré ici, mais surtout il faut utiliser les critères de masque. C'est une association qui s'intéresse aux soins de support. Très bien. Donc c'est des critères, cotés sur 0 à 5. Donc en additionnant les nombres des points, on aura soit inférieur à 20, soit dépassant le 21. Dépassant le 21, on peut traiter ambulatoirement par antibiothérapie prophylactique. Autre possibilité que l'amoxicilline et ciprofloxacine, il y a le flagelle augmenté, piostacine, bactrémie, etc. Autosurveillance à domicile, revoir le malade après 48 heures et décider. Bonne amélioration, on reste là. S'il y a aggravation ou le score il est inférieur à 20, ça c'est un traitement, ça c'est un malade à hospitaliser. Qui dit hospitalisation dit 5 éléments importants. Isoler, prélever, démarrer, adapter et prévenir. Isoler, ça veut dire isoler le malade, il est immunodéprimé, interdire les visites. Prélever, ça veut dire prélever un bilan et surtout un prélèvement bactériologique. Démarrer, ça veut dire démarrer en antibiothérapie. Adapter cette antibiothérapie selon les résultats de l'antibiogramme et selon les résultats de notre surveillance à 24 et 48 heures. Et prévenir, c'est lors des prochaines séances de chimiothérapie. Très bien. Rapidement. Facteur de croissance, j'insiste sur une notion. C'est qu'ils n'ont pas de place en curatif. Ça veut dire qu'ils sont utilisés et ils ont la place seulement en préventif.
Toxicité cutanée, j'en passe, il y a le syndrome main-pied, toujours avec un grading. Si vous remarquez ici, il n'y a pas le grade 4 parce qu'il n'y a pas l'engagement du pronostic vital. Traitement, c'est au fur et à mesure de grading. Extravasation, c'est une urgence qu'il faut ne pas la rater. Impossible de la rater, hein. C'est des images réelles. Hein. C'est une urgence et j'insiste sur la bonne manipulation de la chimiothérapie. Alopécie, c'est un effet secondaire très, on va dire, très esthétique, mais qui a un impact important sur la vie psychologique du malade. Très bien. Éruption cutanée, c'est surtout pour les thérapies ciblées. Toxicité cardiaque, c'est surtout les anthracyclines et les anti-HER2. Et à la fin, je complète par un message à domicile, c'est la gestion des effets secondaires. Il faut respecter les indications et les doses. Il faut s'assurer du respect des mesures préventives. Il ne faut pas oublier l'association, il ne faut pas oublier de passer le message aux malades de ne pas associer la phytothérapie et les traitements non conventionnels. Il faut aussi anticiper avant même l'apparition de la symptomatologie, utiliser le maximum de médicaments, insister sur le soin de support, énumérer les effets secondaires afin qu'on puisse les enregistrer sur le dossier, ajuster le traitement, et la part la plus importante, c'est traiter les effets secondaires, comme on vient de voir. À la fin, je conclue avec gestion des effets secondaires. C'est pas que l'oncologue, c'est tout médecin. C'est la prévention et la prise en charge précoce qui a un impact. C'est adopter surtout les règles hygiéno-diététiques. C'est accompagner les malades, c'est surtout adopter cette notion de soins support tout au long de la maladie. Une meilleure formation des professionnels de santé, intervention des différents acteurs, ça convient aux malades et ça facilite leurs tâches. Donc le médecin généraliste, jusque-là placé au centre des actions de prévention, de dépistage, et il est aussi placé au centre de la prise en charge de nos malades cancéreux. Et merci beaucoup, je vous remercie. J'espère que j'ai respecté le délai.